L'une est médecin, l'autre est femme de ménage, a annoncé mon père, levant son verre devant 14 invités lors de notre repas de famille à Noël. Et puis il a ri. Et puis ils ont tous ri. Ma fille de 8 ans, Manon, était assise juste à côté de moi. Elle a tiré sur ma manche et a chuchoté, « Maman, est-ce que c'est mal d'être femme de ménage ?» C'était le dernier Noël où je restais silencieuse parce que ce que j'ai dit ensuite devant chaque personne à cette table a tout changé. Mon père, lui, n'a plus jamais organisé de dîner de fête depuis. Mais avant de vous raconter ce que j'ai dit ce soir-là, vous devez comprendre ce qui s'est passé au cours des 6 années précédentes et pourquoi l'homme que mon père essayait tant d'impressionner toute la soirée était la seule personne dans cette pièce qui savait déjà exactement qui j'étais. Je m'appelle Léa Morel. J'ai 31 ans. Je suis mère célibataire. Et depuis 6 ans, ma famille m'appelle la femme de ménage. Laissez-moi vous ramener au printemps d'il y a 6 ans, la semaine où je suis revenue vivre chez mes parents avec rien d'autre que 2 valises et une enfant de 2 ans sur la hanche. Le trajet entre Lyon et notre village près d'Annecy prend environ 2 heures si on ne s'arrête pas. Je me suis arrêtée 3 fois parce que Manon ne cessait de pleurer. Elle avait 2 ans. Elle ne comprenait pas pourquoi son papa n'était pas dans la voiture. Honnêtement, moi non plus. Mon ex-mari est parti un mardi, a vidé le compte joint le mercredi, a demandé le divorce depuis l'adresse de sa mère le jeudi. Le vendredi, je me tenais sur le perron de mes parents en Haute-Savoie, tenant un sac à langer et le peu de dignité qu'il me restait. Mon père a ouvert la porte. Il a regardé les valises, puis moi, puis Manon. La dépendance au fond du jardin est vide, a-t-il dit. C'est temporaire. N'en fais pas une habitude. Pas de câlin. Pas de « est-ce que tu vas bien ?» Juste des conditions. La dépendance faisait 30 mètres carrés, une chambre, une kitchenette, une salle de bain avec une douche qui devenait froide après 4 minutes, mais elle se trouvait sur le terrain de mes parents, et il n'y avait pas de bail, pas de paperasse, juste la parole de mon père. À l'époque, je ne pensais pas que cela importait. En une semaine, je frappais aux portes, nettoyant des maisons pour 15 € de l'heure en liquide, pendant qu'une voisine gardait Manon. Je récurais des baignoires, lavais des parquets, organisais des celliers pour des femmes qui avaient la vie que je pensais avoir à ce stade. Le même mois, Clémence, ma sœur aînée, terminait son internat en dermatologie. Mes parents ont organisé un dîner pour 20 personnes. Je suis arrivée en retard parce que j'étais encore en train d'essuyer de l'eau de Javel sur mes mains chez une cliente à l'autre bout de la ville. Jean-Pierre, mon père, n'a pas manqué l'occasion. Il s'est tenu en bout de table et a dit assez fort pour que chaque invité l'entende. Désolée, Léa est en retard. Elle était en train de récurer la baignoire de quelqu'un. Tout le monde a gloussé. Clémence a détourné le regard. Je me suis assise et je n'ai pas dit un mot. C'était la première fois. Ce ne serait pas la dernière. Le fait est que les plaisanteries n'ont pas commencé quand je suis revenue à la maison. Elles ont commencé bien avant que je ne parte. En grandissant, Clémence était celle qui avait droit aux cours de soutien, aux stages d'été intensifs, aux visites des grandes facultés de médecine à Lyon et Paris. Lorsqu'elle a été acceptée, mon père a contracté un 2e prêt pour couvrir ses frais de scolarité. Chaque centime, sans hésitation. Quand ce fut mon tour, il m'a fait asseoir à la table de la cuisine et a dit « Un petit diplôme technique local est bien suffisant pour quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. » J'entends encore cette phrase quand je ferme les yeux. Je suis allée à l'IUT local. Je l'ai payé moi-même, en faisant la serveuse, du babysitting, en nettoyant l'église le dimanche. J'ai obtenu mon diplôme en 2 ans avec les félicitations. Personne n'est venu à la cérémonie. Chaque Noël, chaque Pâques, chaque repas de famille, mon père nous présentait de la même manière. Voici ma fille, le docteur Clémence Morel. Puis il se tournait vers moi presque comme une réflexion après coup. Et voici Léa. Pas Léa, diplômée avec mention. Pas Léa, qui élève un enfant seul. Juste Léa. Ma mère, Isabelle, ne l'a jamais corrigée une seule fois. Quand j'en parlais, elle soupirait et pressait ses doigts contre ses tempes. Ton père veut juste le meilleur pour vous deux. Ne sois pas si sensible. Voici ce que personne à ces tables de fête ne savait.
Les études de Clémence avaient coûté une fortune. Mon père en avait couvert environ la moitié. Le reste était constitué de prêts étudiants, 180 000 € de dettes que Clémence portait silencieusement, invisiblement, pendant que tout le monde l'appelait la réussite de la famille. Mais à la table des Morel, l'image était tout, et mon image avait déjà été décidée pour moi. Du moins, c'est ce qu'il pensait. C'est arrivé comme la plupart des choses arrivent quand on est désespéré, pas avec un plan, mais avec une opportunité. Lors de ma 2e année de retour au village, j'avais nettoyé plus de 60 maisons. Et j'ai commencé à remarquer quelque chose. La région regorgeait de résidences secondaires de luxe, de grandes propriétés appartenant à des gens qui vivaient à Paris ou à Genève et ne venaient que 4 fois par an. Ces maisons avaient besoin de plus que de nettoyage. Elles avaient besoin de gestion, d'entretien des jardins, de calendrier de maintenance, de quelqu'un qui pouvait ouvrir à un plombier à 7 heures du matin et fermer après le traiteur à minuit. Personne ne le faisait bien. J'ai créé une société, construit un site web à 2 heures du matin pendant que Manon dormait, nommé l'entreprise Les Services de l'Émeraude. Cela sonnait plus grand que ce que c'était, ce qui à l'époque n'était que moi et un ordinateur d'occasion. J'ai signé mes 3 premiers contrats de gestion de propriété le même mois. Rien d'énorme, mais du concret. J'en ai parlé à ma mère. J'étais excitée. J'ai dit, « Maman, je viens de signer 3 clients. Je construis quelque chose. » Isabelle a hoché la tête. « C'est bien, ma chérie. » Clémence vient d'être invitée à donner une conférence de dermatologie à Paris. Je me tenais dans la cuisine, tenant mon téléphone avec la confirmation du contrat encore ouverte, et j'ai compris complètement, finalement, définitivement, que rien de ce que je construirais n'aurait jamais de valeur dans cette maison. Je pourrais guérir le cancer et ma mère demanderait si Clémence l'avait guéri en premier. Ce soir-là, après que Manon se soit endormie, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. « Allô » a dit la voix. « C'est Françoise. Je suis la sœur de ton père et je pense que nous devons parler. » J'ai failli lâcher le téléphone parce que dans cette famille, Françoise était un nom qu'on ne prononçait pas à voix haute. Mon père avait une sœur, au passé, du moins dans sa version. Françoise avait divorcé de son mari 10 ans avant mon appel. Dans un village comme le nôtre, c'était suffisant pour devenir un scandale. Mais Françoise n'était pas partie. Elle était restée, avait ouvert une boutique d'antiquités dans la rue principale, vivait seule et aimait ça. Jean-Pierre l'avait complètement reniée, nous disant qu'elle était une honte pour le nom de la famille. Je ne lui avais pas parlé depuis une décennie. « J'ai entendu parler de toi par un client commun », a dit Françoise autour d'un café la semaine suivante. Sa boutique sentait le cèdre et les vieux livres. « Une femme dont tu gères le chalet au bord du lac. Elle n'arrêtait pas de parler de toi. Les petites villes, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Françoise n'a pas perdu de temps. Je veux investir dans ton entreprise. 15 000 €, pas un prêt. Une prise de participation, parce que quelqu'un aurait dû croire en toi il y a longtemps. Je l'ai fixé. 15 000 €, c'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 3 derniers mois combinés. Je ne fais pas ça pour contrarier ton frère, a-t-elle ajouté comme si elle pouvait lire dans mes pensées. Alors pourquoi ? Parce que je sais ce que c'est que d'être effacée d'une famille pour avoir choisi sa propre vie, a-t-elle dit en posant sa tasse. Ça te rappelle quelque chose. J'ai pris l'argent, embauché 2 employés à temps partiel, commencé à gérer les opérations comme une véritable entreprise au lieu d'une course solitaire. Avant que je ne parte, Françoise a dit quelque chose qui est resté en moi. La famille devrait être un endroit sûr, Léa, pas une cage. Puis elle a fait une pause. Il y a quelque chose que je sais sur ton père que tu ne sais pas, mais pas encore. Je suis rentrée chez moi avec plus de questions que de réponses et un chèque qui allait tout changer. 2 ans. C'est le temps qu'a duré le calme. À 27 ans, j'avais 5 employés, 8 propriétés sous contrat et une réputation grandissante dans toute la vallée. L'Émeraude était encore petite, mais c'était réel. Je réinvestissais chaque euro, achetais une camionnette de travail décente, imprimais des cartes de visite avec un logo. Manon m'a aidé à choisir une émeraude stylisée sur fond vert forêt. Je vivais toujours dans la dépendance, toujours sur le terrain de mon père,
toujours sans bail. C'est là que Jean-Pierre a décidé de me faire un rappel. C'était un dîner dominical, le seul genre que mes parents organisaient sans invité de public. Un rôti de bœuf, de la purée de pommes de terre, Clémence et Thomas en face de moi, Manon coloriant dans un coin. Au milieu du repas, Jean-Pierre a posé sa fourchette. Ce terrain à l'arrière a de la valeur maintenant, a-t-il dit, sur un ton décontracté, comme s'il commentait la météo. Je pourrais avoir besoin de réorganiser les choses. J'ai levé les yeux. Réorganiser les choses. Comment? Ne t'inquiète pas pour ça. Sache juste que rien n'est permanent. La pièce est devenue silencieuse. Clémence fixait son assiette. Thomas a bu une longue gorgée d'eau. Isabelle s'affairait avec la salière. Personne n'a dit un mot. Parce que dans cette famille, quand Jean-Pierre faisait une déclaration, ce n'était pas une conversation. C'était un verdict. Plus tard ce soir-là, après que Manon soit couchée, Isabelle m'a appelée. Sa voix était tendue, à mi-chemin entre l'excuse et l'instruction. Quelqu'un est venu voir la propriété la semaine dernière, a-t-elle dit. Un promoteur. Mon estomac s'est noué. Quel promoteur? Je ne connais pas les détails. Ton père s'occupe de ces choses. Une pause. Ce n'est probablement rien. Je n'aurais pas dû en parler. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le bord de mon lit dans la dépendance sur un terrain qui ne m'appartenait pas dans une maison sans bail et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai commencé à chercher une location, quelque chose près de l'école de Manon, quelque chose que je pouvais me permettre. Le problème avec notre secteur est que c'est un marché immobilier très tendu. Les locations de 3 pièces près de l'école primaire étaient presque inexistantes, et celles qui étaient disponibles coûtaient 2 fois ce que je pouvais débourser sans piocher dans l'argent de l'entreprise. Isabelle l'a appris en une semaine. Dans une ville de cette taille, l'agent immobilier que j'avais appelé était la fille de son ami. Le téléphone a sonné à 8 heures du matin. Tu cherches des appartements. La voix d'Isabelle tremblait. Tu vas nous enlever Manon. Maman, je n'enlève personne. Ton père sera dévasté après tout ce que nous avons fait pour toi. Je voulais demander ce qu'ils avaient fait exactement, mais je ne l'ai pas fait. Ce soir-là, Jean-Pierre a appelé. Sans préambule. Si tu déménages, tu es livré à toi-même complètement. Sa voix était plate, factuelle. Ne t'attends pas à ce qu'on garde Manon les week-ends. Ne t'attends pas à des invitations pour les fêtes. Tu es sérieux. Je suis pragmatique. Il savait exactement où appuyer. Manon appelait mes parents chaque soir avant de se coucher. Elle dessinait des images du jardin de papy. Elle comptait les jours entre les visites. Couper ce lien n'était pas quelque chose que je pouvais faire à ma fille, et il le savait. Alors, j'ai arrêté de chercher. Je ne restais pas parce que j'étais faible. Je restais parce que partir au mauvais moment m'aurait coûté tout ce que j'avais construit. Dans une petite communauté, Jean-Pierre Morel était respecté. Si je partais, il présenterait cela comme un abandon. La fille ingrate qui nous a enlevé notre petite fille. Ce récit atteindrait chaque client potentiel à 30 km à la ronde. J'avais besoin d'être assez forte pour que, quand je sortirais enfin, je n'ai besoin de rien venant de lui. Ni de son terrain, ni de ses gardes d'enfants, ni de sa version de l'histoire. Ce jour n'était pas encore là, mais il approchait. Les premières fissures sont apparues chez Manon. Son institutrice m'a appelé un mercredi. Madame Lefebvre, une femme gentille avec 20 ans d'expérience. Manon a été silencieuse à midi, a-t-elle dit. Les autres enfants ont demandé ce que sa maman faisait comme travail. Elle n'a pas répondu. Elle a juste haussé les épaules et a détourné le regard. Je me suis assise dans cette petite chaise en plastique et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ma fille, 8 ans, apprenait déjà à avoir honte de moi. Ce soir-là, j'ai bordé Manon et elle a demandé « Maman, est-ce que tu aimes ton travail ?» J'adore mon travail, mon cœur. Alors pourquoi papy le dit toujours d'une façon bizarre? J'ai embrassé son front et éteint la lumière. Puis je suis allée à la cuisine, je me suis assise à la table et j'ai fixé le mur pendant 1 heure. Ce n'était plus seulement à propos de moi.
Les plaisanteries de Jean-Pierre, sa petite mise en scène à chaque fête, cela s'insinuait dans les os de ma fille. Elle avait 8 ans, et elle apprenait déjà que sa mère ne méritait pas qu'on soit fier d'elle. Cette même semaine, une opportunité est tombée dans ma boîte de réception. Un nouveau complexe de luxe dans la vallée, 12 chalets de prestige, un contrat de gestion complète. Le propriétaire cherchait une seule entreprise pour tout gérer. Valeur annuelle, 340 000 €. Assez pour doubler mon chiffre d'affaires, assez pour embaucher une équipe complète, assez pour quitter la dépendance pour de bon. J'ai appelé Françoise, lui ai parlé de l'opportunité et de Manon. Elle a été silencieuse un moment. Puis elle a dit, la peur est aussi un propriétaire, Léa, et le loyer ne cesse d'augmenter. Ce soir-là, j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro du promoteur. 2 sonneries. Une voix a répondu. Calme, professionnel, posé. François Marchand, Groupe Marchand Développement. Que puis-je faire pour vous? J'ai pris une inspiration et j'ai présenté mon offre. François Marchand n'a pas dit oui au premier appel. Il a dit, envoyez-moi votre dossier. Alors, je l'ai fait. Chaque photo de propriété, chaque référence client, chaque rapport de maintenance que j'avais jamais rempli, je l'ai formaté comme une femme qui avait quelque chose à prouver parce que c'était le cas. 3 jours plus tard, François m'a rappelé. J'ai pris des renseignements, a-t-il dit. 3 propriétaires différents dans la région m'ont dit la même chose. Si vous voulez que ce soit bien fait, appelez les services de l'Émeraude. Nous nous sommes rencontrés à son bureau d'Annecy le lundi suivant. Je portais le seul blazer que je possédais. François m'a serré la main, m'a regardé dans les yeux et a dit, vous êtes une vraie pro, Léa. Faisons affaire. J'ai signé un contrat de gestion de 2 ans pour les 3 premières propriétés de son projet. Juste comme ça, mon entreprise est passée d'une seule camionnette à une société avec une vraie infrastructure. J'ai embauché 4 nouvelles personnes ce mois-là. Cette même semaine, à la maison, l'autre couperet est tombé. Jean-Pierre m'a appelé dans son bureau. La pièce sentait le tabac de pipe et le vieux cuir. La pièce où il faisait des annonces, pas des demandes. J'ai besoin que tu signes des papiers, a-t-il dit. Quels papiers? Un accord stipulant que tu libéreras la dépendance d'ici mars. Mars. C'est dans 4 mois. C'est bien assez de temps. J'ai regardé le document sur son bureau. En-tête professionnelle, langage juridique, une date de départ imprimée en gras. Pourquoi, ai-je demandé. Il s'est adossé à son fauteuil. Parce que c'est ma propriété, voilà pourquoi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai fixé ce document et j'ai remarqué le nom d'un cabinet d'avocats, pas un notaire de famille, mais un cabinet spécialisé en immobilier commercial. Quelqu'un achetait ce terrain. Je ne signe rien ce soir, ai-je dit. Je vais le lire d'abord. Je suis sortie. Mes mains étaient stables. Mon cœur ne l'était pas. L'approche d'Isabelle était toujours plus douce. C'était ce qui rendait les choses pires. Elle m'a invité pour le thé le lendemain matin. La cuisine sentait la camomille. Elle avait sorti les bonnes tasses, celles avec les bords dorés, une offre de paix enveloppée de porcelaine. Ton père est soumis à beaucoup de stress, a-t-elle commencé, les yeux humides, les mains jointes. La performance d'une mère inquiète répétée à la perfection. Ses investissements n'ont pas été bons. Il doit vendre ce terrain, Léa. Alors pourquoi ne m'en a-t-il pas simplement parlé? Nous sommes en train de parler. C'est juste que tu n'écoutes pas. J'ai posé ma tasse. Tu me demandes de faire déménager ma fille de la seule maison stable qu'elle ait connue dans 4 mois sans me dire pourquoi jusqu'à ce que je le découvre par moi-même. L'expression d'Isabelle a changé. La douceur s'est envolée. Clémence ne rendrait jamais les choses aussi difficiles. Clémence ne vit pas dans une dépendance sur le terrain de papa. Justement. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce que Clémence a réussi sa vie. Les mots ont atterri comme une gifle. Pas parce qu'ils étaient cruels. J'avais entendu pire. Mais parce qu'ils venaient de ma mère. La femme qui me tressait les cheveux avant l'école. La femme qui était censée être un refuge.
Je me suis levée. J'ai laissé le thé sur la table. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste fermée derrière moi, ce qui semblait d'une certaine manière encore plus bruyant. Ce soir-là, assise sur le perron de la dépendance pendant que Manon dormait, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Clémence. On peut se parler en privé. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Ma sœur ne m'avait pas envoyé de message depuis plus d'un an. Pas pour mon anniversaire, pas pour celui de Manon, pas pour rien. Et maintenant, d'un coup, elle voulait parler. Quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas encore quoi. Nous nous sommes retrouvés dans un café à 20 minutes de là, assez loin pour que personne ne puisse faire de rapport. Clémence avait l'air différente. Pas mal, exactement, juste diminuée. Ses cheveux étaient attachés, pas de boucles d'oreilles. La posture confiante avec laquelle j'avais grandi en l'enviant s'était ramollie en quelque chose de proche de l'épuisement. Elle a commandé un café noir. J'ai fait de même. Nous nous sommes assises près de la fenêtre et pendant une minute entière, aucune de nous n'a parlé. Puis elle l'a dit. Thomas veut divorcer. J'ai cligné des yeux. Depuis quand? Depuis juillet. Nous faisons semblant depuis 4 mois. Pourquoi me le dis-tu à moi? Elle a regardé sa tasse. Parce que tu es la seule personne dans cette famille qui sait ce que c'est que de tout recommencer. Je ne m'attendais pas à ce que cela me touche autant. Clémence, la fille prodige, celle dont le nom ouvrait chaque toast, était assise en face de moi dans un café en train de me demander comment survivre. Un autre silence, puis plus bas. Je sais qu'il te traite différemment. Je n'ai jamais rien dit. J'aurais dû. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave parce que ça l'était. Combien de dettes as-tu? Ai-je demandé à la place. Elle a tressailli. 180 000 € de prêt. Thomas gérait les paiements. Si nous nous séparons, elle a laissé sa phrase en suspens. Je pouvais deviner la suite. Elle m'a demandé si je connaissais un bon avocat spécialisé. Je lui ai donné un nom, le même que celui que j'avais utilisé 5 ans auparavant. Elle l'a noté sur une serviette, l'a rangé dans son sac, et pendant un instant, elle ressemblait exactement à la jeune fille effrayée de 19 ans que je me rappelais avant que les études de médecine ne la transforment en un titre. Je n'avais pas pitié d'elle, mais je ne ressentais pas non plus de satisfaction. J'étais juste fatiguée. En rentrant chez moi, j'ai pensé à quel point c'était ironique. Les 2 filles Morel assises dans des cafés essayant de comprendre comment survivre à des hommes qui les avaient laissées tomber. À ce moment-là, je me demandais, si Clémence était aussi en train de s'effondrer, pourquoi mes parents avaient-ils tant besoin de cette image parfaite? Pourquoi avaient-ils passé des décennies à construire une famille de façade quand personne à l'intérieur n'allait vraiment bien? Pensez-vous que c'est de l'amour ou juste la peur de ce que les voisins pourraient dire? J'aimerais vraiment avoir votre avis. Dites-le-moi en commentaire. 3 mois avant Noël, c'est là que l'appel est arrivé. L'Émeraude avait grandi, 12 employés, 15 propriétés de luxe à travers les Alpes. Le chiffre d'affaires avait dépassé les 2 millions plus tôt cette année-là, et je dirigeais une véritable opération avec des logiciels de planification, des équipes en uniforme, des revues trimestrielles avec les clients. La fille qui récurait des baignoires pour 15 € de leur signait maintenant des contrats au cours de déjeuners d'affaires. Personne dans ma famille n'en connaissait l'ampleur. Pour eux, j'étais toujours Léa, celle qui nettoie les maisons. Puis une journaliste a appelé. Bonjour mademoiselle Morel. Je travaille pour le Dauphiné Économie. Nous faisons un dossier sur les entrepreneurs locaux de moins de 35 ans. Votre nom est revenu 3 fois via différentes recommandations. 3 personnes différentes m'avaient recommandé. Pas Clémence, pas les contacts de mon père au Lion Club. Moi. J'ai accepté l'interview à une condition. S'il vous plaît, ne mentionnez pas ma famille ou mes antécédents personnels. C'est à propos de l'entreprise. La journaliste, une jeune femme nommée Sophie, a passé 2 heures avec moi dans l'un des chalets que je gérais. Elle a pris des photos de l'équipe au travail. Elle a posé des questions sur la croissance, la stratégie, la fidélisation des clients. Elle m'a traitée comme une directrice parce que c'est ce que j'étais.
Ce numéro sortira la semaine de Noël, a dit Sophie en remballant ses affaires. Vous en recevrez un exemplaire en avance. Noël. Le timing semblait presque poétique. Je n'ai rien dit à mes parents. Je n'ai rien dit à Clémence. La seule personne à qui j'en ai parlé était Françoise, qui a écouté au téléphone puis Harry, un rire chaleureux et surpris. Eh bien, a-t-elle dit, cela va rendre les fêtes intéressantes. Pour la première fois en 6 ans, quelqu'un s'intéressait à mon travail, non pas comme une chute de plaisanterie, mais comme une réussite. Et j'ai gardé ce sentiment silencieusement, niché dans ma poitrine comme une allumette allumée dans une pièce sombre, en attendant. 2 semaines avant Noël, j'étais dans la cuisine de la maison principale, aidant Isabelle à trier sa liste d'invités quand Jean-Pierre est entré, le torse bombé, tenant son téléphone comme un trophée. « Devinez qui vient dîner pour Noël » a-t-il dit. Isabelle a levé les yeux. Qui ? François Marchand. Il a prononcé le nom comme s'il annonçait la venue d'un roi. François Marchand, propriétaire du groupe Marchand Développement, le plus gros promoteur immobilier de la région. Jean-Pierre tournait autour de François depuis des mois, essayant de finaliser la vente de son terrain. C'est ma chance, a continué Jean-Pierre. Marchand à notre table. De la bonne cuisine, du bon vin, de bonnes impressions. D'ici le nouvel an, l'affaire est conclue. Je me tenais au comptoir, tenant une cuillère de service, et j'ai senti mon sang se glacer. François Marchand, l'homme avec qui j'avais un appel vidéo tous les mardis matins à 9h. L'homme dont je gérais les propriétés depuis 2 ans. L'homme qui m'appelait la prestataire la plus fiable de la région. Mon père n'avait jamais une seule fois demandé le nom de mon entreprise. Il n'avait jamais visité mon bureau. Il n'avait jamais fait de recherche sur moi sur Internet. Et François n'avait aucune raison de connaître mon nom de jeune fille ou que la femme qui dirigeait les services de l'Émeraude rentrait le soir dans une dépendance de 30 mètres carrés derrière la maison de son père. 2 mondes séparés sur le point d'entrer en collision à la même table de dîner. Je me suis éclipsée, suis retournée à la dépendance, j'ai appelé Françoise. François Marchand vient pour Noël, ai-je dit. Papa l'a invité. Un silence. Puis Françoise a expiré lentement. Eh bien, a-t-elle dit, cela va être très intéressant. Qu'est-ce que je fais ? Rien. Tu n'as rien à faire, Léa. La vérité a une façon de se présenter d'elle-même. Puis elle a ajouté presque nonchalamment. J'ai mes propres projets pour Noël cette année. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'aurais probablement dû. Le lundi avant Noël, mon père m'a de nouveau appelé dans son bureau. Cette fois, le document était différent. Plus épais, notarié d'un côté, un accord de départ avec une date limite imprimée. 1er mars. Signe ça avant Noël, a dit Jean-Pierre. Il ne s'est pas assis. Il se tenait derrière son bureau comme un homme habitué à dominer les gens. Après cela, je fais intervenir un avocat. J'ai pris les papiers, lu lentement. Conditions de départ, renonciation à tout droit sur la propriété, et enfoui à la 2e page, le prix de vente, 410 000 €. Jean-Pierre vendait le terrain sur lequel je vivais, le terrain que Manon considérait comme sa maison. J'ai tourné la page et j'ai vu le nom de l'acheteur, Groupe Marchand Développement. Mon estomac s'est noué si vite que j'ai cru que j'allais vomir. Mon père vendait la propriété à mon plus gros client. Le même homme qui l'avait invité à dîner pour Noël. Le même homme qui ne savait pas que la dépendance que Jean-Pierre avait promis d'être vide nous abritait, ma fille et moi, chaque nuit. J'ai regardé Jean-Pierre. Il m'a regardé en retour. Imperturbable, comme un homme qui avait déjà gagné. Tu as dit à François que la dépendance était vide, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Elle le sera parce que tu vas partir. Parce que je prends une décision commerciale. J'ai posé les papiers sur son bureau. Je n'ai pas signé. Je n'ai pas discuté. Je me suis juste dirigée vers la porte. Léa. Sa voix s'est durcie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai tourné la poignée. Ce n'est pas moi qui rends les choses difficiles, papa. Je suis allée à la dépendance,
j'ai fermé la porte, je me suis assise par terre et j'ai appelé mon comptable, puis mon avocat, puis Françoise. Noël était dans 5 jours. Et pour la première fois en 6 ans, je ne l'appréhendais pas. J'étais prête. Le matin de Noël sentait la cannelle et le romarin et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Peut-être l'appréhension. Je me suis réveillée tôt, j'ai habillé Manon avec sa robe en velours vert. Elle a tournoyé devant le miroir et a demandé « Est-ce que je suis jolie maman ? Tu es parfaite. Est-ce que papy sera gentil aujourd'hui ?» Je me suis agenouillée, j'ai brossé une mèche de cheveux derrière son oreille. Je ne sais pas, mon cœur, mais je serai juste à côté de toi tout le temps. À 9 heures du matin, j'étais dans la cuisine de mes parents. Tablier mis, cheveux attachés, les mains dans la dinde. Comme chaque année. Isabelle m'avait assigné la cuisine parce que Clémence doit se préparer. Comme si rôtir une dinde de 8 kilos et préparer 4 accompagnements maison n'était pas un travail méritant de se préparer. Clémence est arrivée à midi. Coiffure parfaite, boucle d'oreilles en perles, cachemire crème. Thomas la suivait, silencieux, portant une bouteille de vin comme un homme portant sa propre pierre tombale. Les invités sont arrivés petit à petit. La tante Carole et l'oncle Jim, les voisins d'à côté, le maire du village et sa femme, le cousin de Jean-Pierre et son épouse, 2 couples du Lion Club, et puis à 12h30, un SUV noir est entré dans l'allée. François Marchand et sa femme. Jean-Pierre a presque couru vers la porte d'entrée, poignée de main, tape sur l'épaule. François, bienvenue. Nous sommes si heureux que vous ayez pu venir. François est entré, poli, posé. Il a balayé la pièce du regard. Puis il m'a vu debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tablier mis, cheveux tirés en arrière, de la sueur sur les tempes après 3 heures de cuisine. Isabelle s'est interposée. Oh, c'est Léa, notre plus jeune fille. Elle aide à la maison. François a hoché la tête poliment. Une lueur est passée sur son visage. Une reconnaissance, peut-être, mais elle est passée. Il est passé au salon et Jean-Pierre l'a emmené par la porte arrière pour lui faire visiter le terrain, mon terrain. Le dîner a commencé à 14 heures. 14 personnes autour d'une table dressée avec la plus belle vaisselle d'Isabelle, les assiettes blanches avec le bord bleu qui ne sortait que pour les grandes occasions. Bougies allumées, serviettes pliées, tout était arrangé pour ressembler à une famille qui avait tout réussi. Jean-Pierre s'est tenu en bout de table, a tapoté son verre avec une fourchette. « Je veux rendre grâce », a-t-il dit, sa voix portant cette chaleur de notable qu'il affichait pour les invités, pour cette famille, pour cette maison, et surtout pour ma Clémence, le docteur Clémence Morel, qui nous rend tous si fiers. Applaudissements chaleureux, automatiques. Clémence a souri, un sourire crispé, pratiqué. À côté d'elle, Thomas fixait son assiette. Sa mâchoire était contractée. Personne ne l'a remarqué. Jean-Pierre n'avait pas fini. Et bien sûr, Léa. Il a fait une pause, a laissé les faits s'installer, puis a souri. L'une est médecin, l'autre est femme de ménage. Il a ri, ce petit rire bas et suffisant que j'avais entendu 100 fois. Quelques personnes ont ri avec lui. Le cousin Ray, l'oncle Jim, ce genre de rire nerveux et réflexe qui remplit l'espace quand personne ne sait quoi faire d'autre. La majeure partie de la table s'est tue. Le maire a regardé sa serviette. Donna, la femme de François Marchand, a bougé sur sa chaise. François, assis 3 chaises à ma droite, n'a pas ri. Il a regardé mon père, puis il m'a regardé. Sous la table, la main de Manon a trouvé la mienne. Ses petits doigts étaient froids. Je les ai serrés. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas réagi. Pas encore. Mais j'ai senti le regard de François rester sur moi un instant de plus qu'il ne l'aurait dû. Comme un homme essayant de situer un visage. Comme une pièce de puzzle flottant juste au-dessus du bon emplacement. Il n'avait pas fait le lien. Pas encore. Mais la soirée était encore jeune. Après le plat principal, après que la dinde ait été découpée et que tout le monde se soit resservi, Isabelle s'est levée. Elle tenait son verre comme une femme sur le point de recevoir un prix. « Je veux juste ajouter mon propre petit toast », a-t-elle dit, sa voix douce comme du miel. À Clémence,
la lumière de notre famille. Nous sommes si bénis. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas mentionné Manon. La table a murmuré son approbation, plus de tintements de verre, plus de sourires dirigés vers Clémence, qui à ce stade semblait vouloir disparaître dans le papier peint. Et puis, dans le silence après que les verres aient été posés, est venue une petite voix. Maman. Manon, assise juste à côté de moi, les yeux grands ouverts, humides et confus. Maman, pourquoi papy dit que tu n'es qu'une femme de ménage? La table s'est figée. Chaque fourchette s'est arrêtée. Chaque souffle a été retenu. Est-ce que c'est mal d'être femme de ménage? 8 ans, demandant devant 14 adultes si le travail de sa mère la rendait inférieure. Isabelle s'est reprise la première. Manon, chérie, papy faisait juste une plaisanterie. Manon a regardé sa grand-mère, mais personne ne riait. Le silence, le genre qui a un poids. J'ai regardé ma fille, cette petite personne courageuse et honnête qui venait de dire tout haut ce qu'aucun adulte à cette table n'avait le courage de dire. J'ai regardé François Marchand, qui observait la scène avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. J'ai regardé mon père, toujours debout en bout de table, verre à la main, son sourire s'effaçant, et quelque chose en moi, quelque chose qui avait été plié, étiré et piétiné pendant 6 ans, pendant 20 ans, pendant toute ma vie, s'est enfin, tranquillement, brisé. Non pas brisé en morceaux, mais libéré. J'ai posé ma serviette sur la table, repoussé ma chaise et je me suis levée. La chaise a grincé sur le parquet. Chaque tête s'est tournée. J'ai regardé ma fille d'abord, puis j'ai parlé. Manon, être femme de ménage n'est pas mal. Tout travail honnête est un bon travail. Ma voix était calme, posée, la façon dont je parle aux clients, pas celle dont j'avais l'habitude de parler à mon père. Mais puisque papy a abordé le sujet, laisse-moi te dire ce que maman fait réellement. Le sourire de Jean-Pierre a disparu. Léa, assieds-toi. Ce n'est pas le moment. C'est toi qui as choisi le moment, papa. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu t'es levé devant 14 personnes et tu m'as défini. Maintenant, c'est à moi de me définir. La pièce était privée d'air. La main d'Isabelle est allée à sa gorge. Les yeux de Clémence se sont agrandis. J'ai commencé par nettoyer des maisons, ai-je dit, regardant Manon mais m'adressant à chaque personne à cette table. C'est vrai. Je n'en ai pas honte. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai laissé passer un battement de silence. J'ai construit une entreprise. Elle s'appelle les Services de l'Émeraude. Je gère 15 propriétés de luxe dans toute la région. J'ai 12 employés à temps plein. Et l'année dernière, mon chiffre d'affaires était de 2 300 000 €. Rien, pas un bruit, pas un mouvement, juste 14 personnes recalculant tout ce qu'elles pensaient savoir sur moi. Le visage de Jean-Pierre. Je ne l'oublierai jamais. La couleur a quitté ses joues comme si on avait retiré un bouchon. Sa bouche s'est ouverte, fermée, rouverte. Isabelle a balbutié, « Léa, pourquoi fais-tu une scène? » Je ne fais pas une scène, maman. Je finis le toast de papa. Puis, à l'autre bout de la table, j'ai entendu un verre être posé lentement, délibérément. François Marchand me fixait, pas avec surprise, mais avec reconnaissance. Le genre qui vient quand le dernier cran d'une serrure finit par s'enclencher. « Attendez », a-t-il dit. François s'est levé. Pas vite, pas de façon dramatique. De la façon dont un homme se lève quand quelque chose d'important doit être dit. Léa Morel, a-t-il dit. Vous êtes la propriétaire des Services de l'Émeraude. Tous les regards dans la pièce se sont déplacés entre nous. Oui, monsieur Marchand. François s'est tourné vers mon père. Son expression avait changé, la confusion polie laissant place à quelque chose de plus dur. Jean-Pierre, vous ne m'avez pas dit que votre fille dirigeait l'Émeraude. La bouche de mon père a bougé, mais rien n'est sorti. Elle gère l'intégralité de mon portefeuille dans la région depuis 2 ans. 3 propriétés, contrat de gestion complète. La voix de François était égale, factuelle. Elle est l'une des meilleures prestataires de la région. Jean-Pierre a agrippé le dossier de sa chaise.
Je ne savais pas. Vous ne saviez pas. François a répété cela froidement. Pas une question. Un verdict. Jean-Pierre, mardi dernier, vous m'avez dit que votre plus jeune fille cherchait du travail. La pièce a inspiré bruyamment. Cherchait du travail. L'oncle Jim a répété cela entre ses dents. La tante Carole s'est couvert la bouche. Le maire a fermé les yeux. Isabelle a essayé de sauver la situation. Nous avons toujours su que Léa travaillait dur. François ne l'a pas regardé. Il regardait toujours Jean-Pierre, et Jean-Pierre regardait la nappe comme s'il pouvait disparaître dedans. Vous m'avez invité dans votre maison, a dit François calmement. Vous avez présenté votre fille comme la femme de ménage, alors que pendant tout ce temps, elle est la personne à qui je confie un portefeuille qui vaut plus que toute cette rue. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Je ne me sentais pas triomphante. Je ressentais quelque chose de plus étrange, comme regarder un mur s'écrouler et réaliser que j'avais été debout derrière toute ma vie. Manon a tiré ma main. J'ai baissé les yeux. Maman, a-t-elle chuchoté. Est-ce que c'est le monsieur de tes appels du mardi? J'ai failli rire. Oui, mon cœur, c'est lui. La sonnette a retenti. Le timing était si précis que cela semblait presque mis en scène, mais ça ne l'était pas. Françoise avait toujours eu le sens des entrées dramatiques. C'était probablement la seule chose qu'elle et Jean-Pierre avaient en commun. Isabelle a ouvert la porte. Son visage est devenu livide. Françoise Morel se tenait sur le perron dans un manteau bleu marine, tenant une bouteille de vin d'une main et un magazine de l'autre. Ses cheveux argentés étaient attachés et elle souriait de la façon dont sourit une femme qui a attendu 10 ans ce moment précis. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Jean-Pierre a craqué. « Tu n'étais pas invité. »« Je sais. » Françoise est entrée. Ses yeux ont balayé la pièce. Les invités pétrifiés, les couverts éparpillés, les 14 visages qui semblaient avoir collectivement oublié comment respirer. Mais j'ai apporté quelque chose pour ma nièce. Elle est passée devant Isabelle, devant Jean-Pierre, droit vers la table. Elle a posé le Dauphiné économie à plat sur la nappe blanche, juste entre la sauce et le plat de dinde. Puis elle l'a ouvert à la double page du dossier central. Une page entière avec une photographie de moi debout devant un grand chalet de pierre, les bras croisés, le logo de l'Émeraude sur la camionnette derrière moi. Le titre, Les services de l'Émeraude, comment une mère célibataire a bâti une entreprise de 2 millions d'euros à partir de rien. Le magazine est passé de main en main. La tante Carole, le maire, sa femme, Donna Marchand, qui l'a lu 2 fois. L'épouse du cousin Ray l'a tenue à la lumière comme si elle inspectait un diamant. Jean-Pierre se tenait en bout de table et regardait sa soirée soigneusement construite se désintégrer. Françoise a regardé son frère, non pas avec cruauté, mais avec quelque chose de proche du chagrin. « Tu as été si occupé à avoir honte de ta fille, a-t-elle dit, que tu as manqué ce qu'elle est réellement devenue. » Jean-Pierre n'a rien dit. Pour la première fois de sa vie, Jean-Pierre Morel n'avait absolument rien à dire. François a pris le magazine, a lu le premier paragraphe, l'a posé. Puis il s'est tourné vers Jean-Pierre avec l'expression d'un homme qui vient de voir un contrat renégocié sans son consentement. Jean-Pierre, sa voix était mesurée. Le terrain que vous me vendez, c'est le terrain sur lequel votre fille vit. La mâchoire de Jean-Pierre s'est contractée. C'est une question séparée. Est-ce que votre fille est expulsée à cause de notre transaction? Silence encore. Mais ce silence avait des dents. J'ai parlé, sans hausser le ton, sans aucune satisfaction, juste clairement. J'ai vu le contrat sur son bureau la semaine dernière. Il m'a demandé de signer un accord de départ avant Noël. Le prix de vente est de 410 000 euros. Et il vous a dit que la dépendance était vide. François s'est adossé à sa chaise. Il s'est frotté le front d'une main. Jean-Pierre, je ne fais pas d'affaires de cette façon. François, c'est une affaire de famille. C'est devenu mon affaire au moment où vous m'avez menti. François a secoué la tête. Vous m'avez dit que cette dépendance était vacante. J'ai basé mon offre là-dessus. La table s'était fragmentée en une douzaine de réactions privées. La tante Carole chuchotait à Jim.
La femme du maire serrait le bras de son mari. Les voisins avaient l'air de regarder un accident de voiture au ralenti. Et puis, de l'extrémité silencieuse de la table, Thomas a parlé. « Je suis désolé, a-t-il dit. Sa voix était rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des semaines. Mais ce n'est pas bien. Rien de tout cela n'est bien. Clémence a regardé son mari. Pendant un instant, quelque chose est passé entre eux. Pas de l'amour, pas du pardon, mais peut-être le fantôme de la raison pour laquelle ils s'étaient choisis l'un l'autre au départ. Elle a glissé sa main sous la table et a pris la sienne. La pièce était en ruine. Pas à cause des cris, pas à cause de la violence, juste à cause de la vérité se tenant au milieu d'une table de Noël, refusant de se rasseoir. François s'est levé. Il a boutonné sa veste, un geste petit et délibéré qui en disait plus que n'importe quel discours. Jean-Pierre, je vais devoir suspendre nos discussions concernant le terrain. Sa voix était cordiale, professionnelle, finale. J'ai besoin de réfléchir à tout cela. Tout le monde à cette table a compris. Suspendre signifiait que c'était déjà fini. Jean-Pierre a essayé. François, discutons en privé. Nous avons discuté en privé. François a ajusté ses poignets de chemise. Cela semble être le problème. Il s'est tourné vers moi. Un léger signe de tête. Pas chaleureux, pas froid. Professionnel. D'un chef d'entreprise à un autre. Léa, je vous appelle lundi. Nous avons du travail. Oui, monsieur. Merci. François a posé sa main sur le dos de sa femme. Elle s'est levée, a ramassé son sac, et ils sont sortis par la porte d'entrée sans se retourner. En 5 minutes, le maire et sa femme se sont excusés. La valse des excuses a commencé, mal de tête, longue route, départ matinal, jusqu'à ce que la table qui avait accueilli 14 personnes n'en compte plus que 6. Jean-Pierre était assis sur sa chaise. Le patriarche à la tête d'une table vide. Son verre était encore plein. Son assiette était intacte. L'homme qui avait ouvert la soirée avec un toast et un rire était maintenant assis dans un silence si épais qu'on pouvait entendre les bougies se consumer. 410 000 € envolés. Sa réputation dans une communauté qui valorisait la réputation par-dessus tout, brisée. Pas parce que je l'avais attaqué, pas parce que je l'avais humilié, mais parce que j'avais dit la vérité. Et la vérité a fait ce qu'elle fait toujours quand on ment depuis trop longtemps. Elle s'est présentée. La maison était calme maintenant, les plats non touchés, les bougies vacillantes. J'ai soulevé Manon de sa chaise. Elle a enroulé ses bras autour de mon cou et a posé sa tête sur mon épaule comme elle le faisait quand elle avait 2 ans. Quand je l'avais portée dans cette maison avec rien. Je me suis approchée de l'endroit où Jean-Pierre et Isabelle étaient assis. Pas trop près, juste assez. Je serai partie de la dépendance d'ici la fin du mois. Jean-Pierre a levé les yeux. Pas parce que tu le demandes, ai-je dit. Parce que j'aurais dû partir il y a longtemps, Léa. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je ne suis pas en colère, papa. J'ai fini d'attendre que tu me voies. Le visage d'Isabelle s'est effondré. Les larmes sont venues. Des vraies cette fois, pas celles qu'elle utilisait comme monnaie d'échange. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas précipitée pour les consoler. J'ai regardé Clémence. Elle était assise les mains à plat sur la table, son mascara légèrement coulé, le bras de Thomas touchant toujours le sien. Elle a croisé mon regard et a hoché la tête. Un petit signe, aucun mot n'était nécessaire. Je me suis détournée et j'ai marché vers la porte d'entrée. Françoise attendait sur le perron. Elle n'était pas entrée pour la fin. Elle attendait dehors, les mains dans les poches de son manteau, regardant le ciel de novembre s'assombrir. Mon salon est assez grand, a-t-elle dit simplement. Il y a de la place pour 2. Manon a levé la tête et a regardé Françoise. Est-ce que vous êtes la dame qui m'envoie des cartes d'anniversaire? Françoise a souri. Chaque année, ma puce. J'ai attaché Manon dans son siège auto, fermé la porte, me suis assise derrière le volant. Dans le rétroviseur, la maison devenait plus petite. La lumière du perron vacillait. Personne n'est sorti pour nous saluer.
J'ai pris une inspiration, une vraie, assez profonde pour remplir chaque recoin de mes poumons. Pour la première fois en 6 ans, dans un village comme le nôtre, on n'a pas besoin d'Internet. On a l'église. Le dimanche, 3 jours après Noël, l'histoire avait circulé dans chaque rangée, à chaque café, sur chaque parking après la messe. 14 invités signifiaient 14 foyers, et chaque foyer en avait parlé à 5 autres. À la fin de la semaine, chaque personne qui avait déjà serré la main de Jean-Pierre Morel au Lion Club savait ce qui s'était passé à sa table. Les retombées ont été spécifiques et mesurables. Le maire a appelé Jean-Pierre directement. Je pense qu'il vaut mieux que tu te mettes en retrait du comité des fêtes cette année, Jean-Pierre. Concentre-toi sur ta famille. Traduction, ne te montre pas. Le groupe des auxiliaires de ma mère l'a poliment informé qu'elle prenait une direction différente pour la direction cette année. La femme qui a délivré le message a dit à une amie qui l'a dit à sa coiffeuse qui me l'a rapporté, « Nous avons besoin de gens qui soutiennent les autres femmes, Isabelle. » Le Dauphiné Économie est arrivé en kiosque ce mercredi. L'article de Sophie est paru avec ma photo. Dans la semaine, 3 propriétaires que je n'avais jamais contactés ont appelé l'émeraude. J'ai lu l'article, disait-il chacun comme un mot de passe. Madame Lefebvre, l'institutrice de Manon, m'a arrêtée à la sortie de l'école. Je l'ai vue, a-t-elle dit en tenant le magazine. J'ai toujours su que vous valiez mieux que ce que ce village vous accordait comme crédit. À l'épicerie, à la station-service, à la poste, les gens me regardaient différemment. Pas avec pitié, pas avec cette condescendance polie à laquelle je m'étais habituée, mais avec quelque chose de nouveau, du respect. Et Jean-Pierre. Jean-Pierre, qui avait bâti toute son identité sur le fait d'être l'homme le plus respecté de sa rue, a arrêté d'aller à la messe, a arrêté d'aller au club, a arrêté de répondre au téléphone. Le silence venant de la grande maison était assourdissant. Clémence a appelé 2 jours après Noël, non pas pour s'excuser au nom de nos parents, ni pour arrondir les angles. Thomas et moi nous séparons, a-t-elle dit. Je l'ai dit à maman et papa hier soir. Comment l'ont-ils pris? Une longue pause. Maman a dit, ce n'est pas possible. D'abord Léa, maintenant toi. La voix de Clémence a craqué sur le mot d'abord, comme si elle l'entendait pour ce qu'il était vraiment. Pas de l'inquiétude, mais un inventaire. Isabelle ne pleurait pas la douleur de sa fille. Elle comptait ses pertes. Et papa, rien. Il est juste resté assis là. Je pense qu'il est à court de discours. Je l'ai imaginé. Jean-Pierre à son bureau, le patriarche qui avait perdu son public et sa scène dans la même semaine. Un homme qui avait passé des décennies à jouer au père pour les autres et n'avait jamais appris à le faire en privé. Clémence a commencé à m'appeler plus souvent après cela. Pas de longues conversations, des appels courts, maladroits, honnêtes. Comment as-tu fait ça à 24 ans, m'a-t-elle demandé un soir. Mal, mais je l'ai fait. Elle a ri. Un vrai rire, le genre que je n'avais pas entendu chez elle depuis que nous étions enfants, partageant une chambre et chuchotant après minuit. J'ai toujours pensé que tu étais la courageuse, a-t-elle dit doucement. Moi, j'étais juste celle avec le diplôme au mur. Je ne l'ai pas corrigée parce qu'elle avait raison. Pas sur le courage, mais sur le diplôme. C'est tout ce que cela avait jamais été. Un diplôme sur un mur dans une maison où l'image était tout et l'amour conditionnel. Nous n'étions pas devenus soudainement proches. Il y avait trop de silence entre nous pour cela. Mais quelque chose avait basculé, comme 2 arbres qui avaient poussé dans des directions différentes, découvrant enfin que leurs racines se touchaient toujours sous terre. Ce n'était pas une fin de film. C'était un appel téléphonique un mardi soir. Et c'était suffisant. L'appel est arrivé 2 semaines après Noël. Je lavais la vaisselle dans la cuisine de Françoise quand mon téléphone s'est éclairé. Papa. J'ai séché mes mains. J'ai répondu. Léa. Sa voix était différente. Pas plus douce exactement, mais plus petite, comme si quelqu'un avait baissé le volume d'un haut-parleur qui hurlait depuis 63 ans. Bonjour papa. Tu as marqué ton point. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Je me suis appuyée contre le comptoir. Passer à quoi exactement? À l'incident de Noël. Ce n'était pas un incident,
papa. C'étaient 14 personnes te regardant humilier ta propre fille alors qu'elle cuisinait ton dîner devant son enfant. Silence. Le genre qui s'étire si longtemps qu'on peut entendre l'autre personne respirer. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas te faire prendre. Il y a une différence. Encore du silence. Je pouvais entendre une horloge tic-tac de son côté. La vieille horloge comtoise dans le couloir. Celle qui était là depuis que j'avais 4 ans. La vente du terrain a échoué, a-t-il dit. Plus bas maintenant. François s'est retiré. Je sais. Je suis en difficulté, Léa, financièrement. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait l'aider. La partie qui était sa fille. La partie qui se souvenait de lui m'apprenant à faire du vélo dans cette allée, tenant la selle jusqu'à ce que je trouve l'équilibre. Mais je n'allais pas sauver un homme qui avait passé 6 ans à me noyer. Quand tu seras prêt à parler, vraiment parler, je serai là. J'ai gardé ma voix stable. Ni froide, ni chaleureuse, juste claire. Mais je ne m'assiérai plus à une table où ma fille apprend à avoir honte de sa mère. Il n'a pas répondu. La ligne a coupé. Je suis restée dans la cuisine de Françoise pendant un long moment, le téléphone à la main, fixant le vide. Manon a couru dans le couloir, poursuivant le chat de Françoise, en riant. Ce son était suffisant. Il le fallait. À la mi-janvier, l'appartement commençait à ressembler à un foyer. C'était une location de 3 pièces dans une rue calme, à 8 minutes de l'école de Manon, 12 du bureau de l'Émeraude. Pas luxueux, mais spacieux. Le premier matin, Manon est arrivée dans la cuisine en pyjama, tenant une pile de photographies. Elle les avait découpées dans l'album de famille que j'avais apporté. La dépendance, le jardin, le perron de la maison principale. Elle a scotché une photo sur le réfrigérateur. C'était Pâques d'il y a 2 ans. Manon sur les genoux de Jean-Pierre, tous les deux riants. J'ai regardé la photo. Ma fille avait inclus tout le monde, ses grands-parents, Clémence, même Thomas. Elle n'avait effacé personne. Je ne l'ai pas retirée parce que les limites ne consistent pas à prétendre que les gens n'existent pas. Elles consistent à choisir à quelle distance ils ont le droit de se tenir. Cette semaine-là, François Marchand a appelé, pas pour le terrain, mais pour les affaires. J'étends mon portefeuille, a-t-il dit. 2 nouveaux projets en Savoie. Je veux que l'Émeraude gère les 2, et je vous ai recommandé à 2 collègues. En février, les projections de chiffre d'affaires pour l'année à venir ont atteint 3 400 000 €. J'ai embauché 3 autres personnes, quitté mon bureau à domicile pour un vrai local, une vitrine transformée sur la rue principale avec le logo de l'Émeraude peint sur la vitre. Françoise venait chaque dimanche. Elle apportait une tarte aux noix, s'asseyait par terre dans le salon avec Manon, et construisait des châteaux en Lego structurellement discutables mais architecturalement ambitieux. Un dimanche, Manon a levé les yeux de son château et a dit « Maman, j'ai dit à ma copine aujourd'hui que tu diriges une entreprise entière. » Elle a dit « C'est trop cool. » J'ai souri. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit « Je sais, c'est ma maman. » Je me suis tournée vers la fenêtre pour que Manon ne me voie pas pleurer, mais Françoise a vu et elle a juste hoché la tête. De la façon dont on hoche la tête quand on a attendu longtemps pour que quelque chose de bien arrive enfin. Le divorce de Clémence a été finalisé en mars. Elle a loué un petit appartement à Lyon, la première fois de sa vie qu'elle vivait seule. Pas de colocataire, pas de mari, pas de chambre d'amis chez les parents pour se replier. Juste elle, un futon et une pile de prospectus de livraison de nourriture. Elle m'a appelé le premier soir. Je suis terrifiée, a-t-elle dit. Comment as-tu fait ça à 24 ans? Mal, ai-je dit, vraiment mal. J'ai fait brûler mon riz pendant 6 mois. Elle a ri. J'ai ri. C'était le genre de rire qui n'arrive qu'entre des gens qui se sont vus au plus bas et ont décidé de rester présents malgré tout. Maman a appelé, a dit Clémence après un moment. Elle est contrariée qu'aucune de nous ne soit venue pour les fêtes. C'est son choix d'être contrariée. Nous ne devons aucune mise en scène à personne. Une pause. Quand es-tu devenue si sage? Ce n'est pas de la sagesse. C'est du tissu cicatriciel. Clémence a été silencieuse un moment.
Puis elle a dit, tu sais de quoi j'étais jalouse. Pas de ton entreprise. Pas de l'argent. De quoi alors? De la façon dont tu te fichais de ce qu'il pensait. J'ai passé toute ma vie à jouer un rôle pour papa. Les notes, le diplôme, le mariage, chaque choix que j'ai fait était une ligne dans son discours, et pendant tout ce temps, toi, tu vivais, tout simplement. Je me souciais de ce qu'il pensait, ai-je dit. J'ai juste fini par ne plus avoir de place pour le montrer. Nous avons parlé pendant une autre heure de rien, de tout. L'école de Manon, les patients de Clémence, une recette de poulet au citron qu'aucune de nous n'arrivait à réussir. Ce n'était pas une relation de sœurs sortie d'un film de Noël. C'étaient deux femmes de 30 ans apprenant à se connaître pour la première fois sans le tableau des scores de leurs parents suspendu entre elles. C'était imparfait. C'était réel. Et honnêtement, c'était la meilleure conversation que j'avais eue depuis des années. La lettre est arrivée en avril. Pas un courriel, pas un SMS, une enveloppe manuscrite dans ma boîte aux lettres, le genre avec un timbre collé légèrement de travers par quelqu'un qui n'avait pas envoyé de lettres depuis des années. J'ai reconnu l'écriture. Serré, penché, tout en capitale. Mon père écrivait de la même manière sur les cartes d'anniversaire quand j'étais enfant, à l'époque où il en envoyait encore. Je me suis assise sur les marches du perron. Manon était à l'école. La rue était calme. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule carte. Pas de sentiments achetés en magasin. Juste quelques mots à l'encre bleue. Léa, j'ai lu l'article. Papa. 6 mots. Pas de « je suis désolé ». Pas de « j'avais tort ». Pas d'explication. Pas d'excuse, pas de mention de la transaction immobilière ou de Noël ou des années de plaisanterie qui avaient coupé plus profondément qu'il ne le comprendrait jamais. Juste, j'ai lu l'article. J'ai tenu la carte pendant un long moment. Je l'ai retournée. Rien au dos. Une partie de moi voulait l'appeler. La part de la fille. La part qui se souvenait encore du poids de sa main sur mon épaule quand j'apprenais à faire du vélo. Comment il tenait jusqu'à ce que je dise que j'étais prête. Et comment il lâchait exactement quand je le demandais. Mais je n'ai pas appelé. J'ai posé la carte sur la table de la cuisine à côté d'un vase de fleurs que Françoise avait apporté la veille. Je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas encadré. Je l'ai juste laissé là comme une porte entr'ouverte, pas grande ouverte. Peut-être que cela prendrait des années. Peut-être que cela ne viendrait jamais. Une vraie conversation. De vraies excuses. Le genre qui ne commence pas par « est-ce qu'on peut passer à autre chose ?» mais par « je vois ce que j'ai fait ». Mais ma paix ne dépend plus de son timing. Ces 6 mots n'étaient pas suffisants, mais c'étaient ses premiers. Et ma paix ne dépend pas des suivants. J'avais l'habitude de croire que si je travaillais assez dur, si je réussissais assez, mes parents changeraient simplement. Comme s'il y avait un chiffre magique, un montant de chiffre d'affaires, une couverture de magazine, un titre assez prestigieux pour débloquer leur approbation. Mais voici ce que j'ai appris. On ne peut pas gagner l'amour de gens qui ne sont pas disposés à le donner. Tout ce qu'on peut faire, c'est arrêter de laisser cette absence nous définir. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes toujours assis à une table où vous êtes la cible des moqueries, qu'avez-vous fait pour changer cela? Ou que souhaiteriez-vous avoir fait? Dites-le moi en commentaire. Je vous raconte cette histoire depuis le perron de mon appartement. C'est un jeudi soir. Manon est à l'intérieur, faisant ses devoirs à la table de la cuisine, celle que nous avons choisie ensemble dans la boutique d'antiquités de Françoise. Le logo de l'émeraude sur la vitre de mon bureau accroche la lumière quand je passe devant chaque matin. 12 employés sont devenus 16. Les recommandations de François sont devenues des contrats à long terme. L'article du magazine a mené à un prix local pour les entreprises. Et le mois dernier, une femme a appelé. Elle avait trouvé l'émeraude sur Internet et a dit « J'ai entendu parler de vous par ma cousine. Elle a dit que vous aviez commencé à partir de rien. » Je ne l'ai pas corrigé parce que rien n'est pas le bon mot. J'ai commencé avec une dépendance de 30 mètres carrés, une fille de 2 ans et une famille qui pensait que j'étais une plaisanterie. Ce n'est pas rien. C'est tout. Juste orienté dans la mauvaise direction.
Je ne raconte pas cette histoire pour me venger. Je ne cherche pas à faire passer mon père pour un méchant. Il l'a fait lui-même devant 14 témoins lors d'une fête censée célébrer la reconnaissance. Je raconte cette histoire parce que quelque part, en ce moment, quelqu'un regarde ceci à 2 heures du matin, allongé dans son lit, se demandant s'il a le droit de dire « ça suffit ». Se demandant si fixer une limite avec les gens qui vous ont élevé fait de vous quelqu'un d'ingrat, d'égoïste ou de mauvais. Ce n'est pas le cas. Fixer une limite n'est pas une trahison. C'est la première chose honnête que l'on peut faire dans une relation bâtie sur le silence. Et si personne d'autre ne vous l'a dit, votre travail compte. Vos efforts comptent. Vous n'avez pas besoin d'un titre, d'un toast ou de la permission de quiconque pour être fier de qui vous êtes. Manon et moi mangeons une glace sur les marches du perron. Le soleil se couche. Elle a du chocolat sur le menton et elle rit de rien du tout. C'est à cela que ressemble la liberté. Cette histoire est un rappel puissant que notre valeur ne dépend jamais du regard de ceux qui refusent de nous voir tels que nous sommes, même s'il s'agit de notre propre famille. Le succès de Léa ne réside pas seulement dans les chiffres de son entreprise, mais dans son courage de briser le cycle du silence et de l'humiliation pour protéger sa propre fille. Trop souvent, nous restons à des tables où nous ne sommes pas respectés par simple habitude ou par un sentiment de loyauté mal placé. La véritable réussite commence le jour où l'on décide que notre dignité n'est plus négociable. La réaction de François Marchand montre aussi que l'intégrité professionnelle et humaine finit toujours par se rejoindre. Qu'avez-vous pensé de la réaction du père à la fin de la vidéo? Est-ce que ces mots peuvent vraiment effacer des années de mépris, ou est-ce simplement un premier pas trop tardif? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû prouver votre valeur à votre propre famille, ou avez-vous fini par accepter que leur opinion ne vous définissait pas? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un qui se sent actuellement seul dans cette situation.